Fatou Diom, c'est une des personnes qu'on a le plus reçues dans Click, qu'on recevra le plus parce qu'on vous aime et qu'on partage les mêmes valeurs. Fatou Diom, votre recueil de nouvelles « De quoi aimer vivre » vient de sortir aux éditions Albin Michel. Pauline, quel est le pitch ? La promesse, elle réside dans le titre, en fait. De quoi aimer vivre. Un recueil de nouvelles, comme autant de portraits de personnages, en fait, qui traversent la vie, ses épreuves. Ma préférée, chère Fatou Diom, c'est Le Bleu de la Roya. Parce qu'on est dans les yeux d'une mère, Boris Cyrulnik, libyenne, débarquée avec sa fille dans la vallée de la Roya, tout près de Nice. Et elle nous raconte, en fait, son exil et la fraternité des bergers qui, dans cette vallée, vont l'accueillir et l'aider à changer de vie. Ses frères, dites-vous, qui désobéissent à la loi pour leur venir en aide et leur permettre de se réaliser. Et cette phrase magnifique que j'ai adorée, chère Fatou Diom, un matin, chez ce berger-là, point d'interrogation, c'est un lumineux matin où l'accueil vous rend ce que l'exil vous a pris, un foyer sécurisant. Donc c'est une fraternité bouleversante tout au long de toutes ces nouvelles. Et en refermant ce livre, je me suis dit qu'en fait, Fatou Diom, vous étiez un peu une chasseresse de la consolation. Voilà, vous les chassez, vous les mettez dans un livre et vous nous les offrez. C'est ce recueil de nouvelles. Vous la traquez partout, cette humanité, dans ses moindres recoins. Et vous dites, chercher le bonheur, c'est oser le vertige. Qu'est-ce que c'est que le vertige, Fatou Diom ? Le vertige, bonjour. Et puis, je vous souhaite à tous de quoi aimer vivre, parce que j'ai déclaré en vertu des pouvoirs qui ne me sont pas conférés l'année 2021, l'année de la tendresse. Parce que cette année demande de la tendresse. Donc, oui, je cherche à trouver ce lien, cette consolation, comme vous dites. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, j'en ai souvent parlé dans mes livres, c'est un petit livre comme ça, mais grand dans son contenu, de Stig Dagerman, qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Donc voilà, vous l'avez, il est encore dans mon sac aussi. Et donc, ce livre-là, pour moi, il me fait réfléchir tout le temps. Et je pense que c'est la problématique pour tout être humain. Et chercher le bonheur, c'est oser le vertige, parce que c'est se mettre en danger. Parce que oser l'amour, aimer quelqu'un, c'est se rendre vulnérable. Et confesser cette vulnérabilité-là, ça nous expose. Et c'est un vertige, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et c'est une Sénégalaise qui s'est retrouvée en Alsace pour un regard qui vous dit ça. Vous pouvez nous raconter cette histoire de se retrouver en Alsace pour un regard ? Ah, mais comme je le dis toujours, mais je sais qu'on ne me croit pas, mais c'est vrai. Hein. Je vous dis qu'il avait les plus beaux yeux de France et puis ça fait rire les gens. C'est juste que je suis loyale et j'aimais quelqu'un qui, je pense, m'aimait et qui a réussi à me convaincre. Donc, si vous êtes sénégalaise, vous épousez un Français, vous débarquez, on pense que vous êtes venu pour la choucroute en Alsace ou pour le steak frites. Non, il y en avait assez chez moi. Mes grands-parents étaient pêcheurs, on manquait de rien. En tout cas, pour manger, on ne manquait de rien. Et ça a mis 3 ans pour me convaincre. Je l'ai connu en 91. Et donc, il a réussi à me convaincre au bout de 3 ans. Et on a fini par se marier. Donc, on s'est mariés en 94. Donc, je vous dis que c'était vraiment une histoire solide et jolie. Et c'était quelqu'un de bien. Et je dirais toujours que c'était quelqu'un de bien parce qu'autrement, je ne l'aurais pas aimé ou je ne l'aurais pas remarqué. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose de fondamentalement humain, de beau, de joli, de tendre. Il a réussi à me faire traverser l'Atlantique quand même pour un regard. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Donc après, on est rentré et puis je me suis dit, il y a eu l'erreur de casting. Peut-être qu'il n'était pas aussi déterminé que je le suis. Peut-être qu'il n'était pas aussi sûr de lui. Et peut-être que les siens étaient moins accueillants. Et donc, il a fini par partir. Et je ne vais pas gommer ce qui a eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'était suffisamment important pour que je laisse tous les miens derrière moi pour le suivre. En tout cas, 2021, c'est l'année de la tendresse. Boris Cyrulnik, vous avez à côté de vous une écrivaine libre. Moi, je suis née libre. C'est une écrivaine nocturne. On n'a pas peur de sa folie. Si j'ai envie, je me lève, je danse comme une malade et je fais la folle. Il n'y a personne pour juger. Et donc, je peux m'amuser comme une petite fille si j'ai envie. Mais je peux aussi être sage et avoir la réflexion d'une dame de 90 ans. Folle ou sage, sa parole est pleine d'images au service d'un message clair. Donc nous ne sommes pas des zèbres non plus, mais il faut nous laisser nos rayures. Nous sommes des humains ensemble. Vous avez fait des remarques assez incroyables sur comment les gens vous voient quand vous êtes femme de ménage, alors que vous êtes lettrée, que vous êtes cultivée. Oui, ils pensent que vous êtes à peine plus intelligente que le balai, puisque c'est vous qui poussez le balai. Elle n'a peur de personne. Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas ? Je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. Peut-être parce que son regard est lucide. Je vis libre parce que je me suis adaptée aussi au regard des autres. Et je crois à la 3e voie, c'est-à-dire qu'il faut perdre les complexes coloniaux des 2 côtés.
Et on espère ne pas se tromper quand on qualifie le discours de Fatou Diom d'hymne à la résilience. Il y a des blessures que la justice ne peut soigner. Et donc, c'est philosophiquement qu'il faudra guérir. On parle souvent de résilience. Ben, le mot, il est joli, parce qu'il dresse il y a une passerelle vers le futur, n'est-ce pas? Les problèmes de la vie, nous sommes obligés de vivre avec et donc on ajuste son pas selon le poids des problèmes. Parfois, la douleur, c'est presque devenu une métaphore de l'amour qu'on porte aux disparus. Donc, les gens ne s'autorisent pas à guérir. On veut souffrir pour montrer à quel point l'autre comptait pour nous. Fatou Diom, vous êtes à côté de Boris Cyrulnik, qui a popularisé le concept de la résilience. Quelles sont les choses que vous voulez guérir quand vous parlez de choses à guérir? Qu'est-ce qu'il faut guérir en ce moment, selon vous? De quoi a-t-on besoin? Notre possibilité de rêver et d'imaginer quelque chose de possible et de beau. J'ai souvent réfléchi, monsieur, à vos livres et puis à cette idée de la résilience. Et je vais y croire de toute mon âme. Et parfois, je n'y arrive pas. Donc, je vous dis honnêtement, et c'est pour ça que je l'ai interrogé parfois dans mes livres, et donc je vous adresse une citation, parfois je dis, mais alors, je ne peux pas résilier comme un contrat léonin. Je sais que c'est rebondir, mais parfois on a l'impression d'être couché, qu'on a besoin de pleurer pendant un long moment avant de repousser de nouveau. Et donc, ces phases-là, et c'est pour ça que je dis, le mot, il dresse une passerelle vers le futur. Cette envie d'aller de l'avant, je pense que c'est ça qui nous porte, mais parfois, notre passé, il est trop lourd. Et je ne perds pas espoir, c'est pour ça que je garde le sourire. Moi, je mets l'humour. Je n'ai pas de compétences psychologie, tout ça. Mais les lectures, l'humour, ce côté l'enfant qui joue, qui écrit la nuit, c'est ça qui me porte, moi. Et c'est pour ça que je parle de vertige aussi, parce que pour moi, chaque peine, c'est comme un précipice. Et donc, on peut se laisser absorber ou faire, comme monsieur dit, rebondir. Mais ce mot guérir, il est fort. Boris Cyrulnik, est-ce que vous pensez qu'on est dans une société malade? Moins malade que beaucoup d'autres. C'est pas la même maladie. Avant, c'était la maladie de la violence qui faisait du social, et maintenant, c'est la maladie du sprint qui fait de l'angoisse. Donc, c'est pas la même maladie. Maintenant, ce que Fatou Diom vient de dire, c'est la définition de la résilience. L'humour, il ne s'agit pas d'oublier ce qui nous est arrivé. On ne peut pas oublier. Et ça nous revient même en mémoire, et même tout ce qu'on perçoit dans la vie quotidienne, ça évoque la blessure. On ne peut pas l'oublier, mais on peut faire quelque chose de sa blessure. On peut en faire un roman, on peut en faire une réflexion, on peut en faire une attention à la relation. Donc on fait quelque chose de sa blessure, mais la blessure, on l'a reçue, évidemment. C'est pour ça que moi, j'emploie pas le mot guérison. Est-ce que les mots consolent? C'est ce que vous dites, en tout cas. C'est presque une citation que j'ai volée à ma grand-mère. Elle disait, si les mots peuvent déclarer la guerre, ben, ils peuvent aussi la gagner. Donc, si les mots peuvent gagner la guerre, ça veut dire qu'ils peuvent nous consoler, ils peuvent nous sortir des ténèbres, ils peuvent nous expliquer le monde. Donc, je crois que c'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est contribuer à l'obscurité du monde. Donc, bien nommer les choses, c'est allumer une lampe, c'est tracer un sillage, c'est montrer le chemin. Comme les livres de monsieur qui aident les gens à vivre, comme les livres des philosophes qui nous accompagnent. Et je pense que les mots nous consolent. En tout cas, moi, ils me portent. Est-ce que l'amour d'un pays, ça console? Oui, bien sûr. Je pense que ça fait partie de notre sentiment d'appartenance, ça fait partie des empreintes primordiales. Quand on est né dans un pays, même si on va vivre dans un autre pays, on garde l'empreinte du premier pays, comme la langue maternelle. La langue maternelle, elle est imprégnée en nous, on l'a appris au cours de notre 3e année, on fera notre vie avec. Et on voit quand les gens âgés vivent dans un autre pays, ils éprouvent un plaisir physique à parler la langue maternelle. Fatou Diom, on va vous en dire un peu plus sur votre voisin, Boris Cyrulnik. C'est un peu long, mais on va y arriver. Psychiatre et éthologue, vous êtes chercheur au laboratoire du traitement des connaissances de la faculté de médecine de Marseille. C'est un peu long, mais on y est arrivé. En neuropsychiatrie, Boris Cyrulnik est un trublion. Et comme vous, il parle calmement, mais avec franc-parler. Il y a un misérabilisme psy qui n'est pas vrai, donc on ne peut pas l'accepter. Quand il y a une blessure dans l'enfance, ça reste dans la personnalité. Ça ne veut pas dire du tout que le reste de la vie est terminé. C'est Boris Cyrulnik qui a popularisé le concept de la résilience. Résilience, le mot, alors expliquez ce que c'est. Parce que... C'est un mot français. C'est un mot français qui veut dire qu'un organisme tient le coup. Du latin ressalire, Malgré les pressions du milieu, ressauter. Il reste stable et peut même rebondir.
Un concept qui aujourd'hui encore marque sa discipline, même au-delà. L'autre jour, j'ai vu dans un catalogue que des matelas étaient résilients, donc j'ai été très content. Comme vous, Boris Cyrulnik est une star de l'édition avec une vingtaine d'ouvrages, notamment autour de son concept de résilience. Et à chaque fois que le pays subit un traumatisme, c'est lui qu'on appelle. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour Boris Cyrulnik. Depuis 20 ans, il est une icône, car ça fait 20 ans qu'il est... Le psy qui console les Français, qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu à ce point-là une icône? Mais moi, je ne sais pas où je suis une icône. Maintenant, est-ce que vous le savez? Toujours pas, parce que je me fréquente moi-même, alors je sais, j'ai l'envers du décor. De l'icône? De l'icône. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le type qu'on appelle à chaque fois que la France subit un traumatisme et qu'on appelle malheureusement de plus en plus, parce qu'on est confronté à de plus en plus de traumatismes? Mais oui, alors par bonheur, il y a des jeunes qui font d'excellentes performances et qui travaillent très bien le concept de résilience. Mais comme j'ai été un des meilleurs, puisque j'ai été le premier, donc j'étais forcément un des meilleurs. Alors on m'appelle encore, mais il y a des jeunes qui font d'excellentes performances et qui ont bien mieux travaillé le concept de résilience que moi. Est-ce que pour vous, la France est un pays en état de choc? C'est pas la première fois que la France est déchirée. Comme tous les pays d'ailleurs, hein. On a tous un roman dans la tête, on a tous des déchirures dans la tête. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une déchirure? Ou bien on reste prisonnier du passé, et on rumine, et on sort. Comme disent les gens, je ne m'en sors pas. C'est une très bonne phrase. Ou bien on affronte ce qui nous est arrivé par l'écriture, par la relation, par l'engagement, et à ce moment-là, on règle pas le problème. Le problème, le coup, on l'a reçu dans le réel. Mais il y a quelque chose qui entretient ce sentiment de « on s'en sort pas ». En tout cas, pour moi, personnellement, et pour, je pense, tout le monde autour de cette table, c'est les annonces toutes les semaines de Jean Castex. On a l'impression de ne pas s'en sortir, en fait. Mais oui. Et j'aimerais qu'on regarde. La circulation du virus a continué de progresser. Mais, il faut le souligner, à une vitesse moindre que ce que nous pouvions craindre. Nos établissements de santé restent toujours soumis à une forte pression. Je crois en nous et en notre force collective. Ce vaccin est un vaccin très efficace. Or, seul un soignant sur 3 est aujourd'hui vacciné. Le confinement n'est pas impossible. Mais il n'est pas inéluctable. Alors, bien ou pas bien, Jean Castex, C'est exactement ce qu'il faut faire pour provoquer un syndrome psychotraumatique. Ruminer, répéter ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui ne va pas, mais aussitôt, il faut annoncer comment on peut l'affronter par l'écriture, par la relation, par les décisions sociales ou médicales. Mais faire ça, c'est entretenir le traumatisme et c'est le fait de nous mettre sur le tapis roulant de la dépression. On s'en sort pas. Donc quand mes amis me disent Jean Castex rend ouf, vous confirmez, vous, Boris Cyrulnik? Il rend ouf. Il rend fou. Vous confirmez? Il rumine. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la France d'aujourd'hui, Fatou Diom? Que son histoire l'aidera, que sa jeunesse l'aidera et qu'il y a tellement de poésie dans ce pays qu'à chaque fois que nous avons le blues, il y a toujours un texte, une musique. Il y a la voix de Piaf, il y a Barbara, il y a Brassens. Il y a eu beaucoup d'histoires ici depuis la Révolution, tout ce qui s'est passé ici. Donc la France va se relever. Je crois en Marianne, parce qu'elle ne m'a pas adoptée pour perdre tout ce que j'admire chez elle. Donc elle va se relever. Est-ce que la France a besoin de tendresse? Oui. Je crois que si on est braqué, si on est dans l'agressivité, vous savez, on traverse des moments difficiles. La seule chose à mettre sur une plaie, c'est quelque chose pour avoir moins mal. Donc la tendresse, pour moi, c'est pour avoir moins mal. Et je sais très bien que ça fait bisounours, mais j'y crois, parce qu'on n'a pas trouvé mieux que l'amour pour guérir les gens. Ça fait bisounours, Boris Cyrulnik? Non, la tendresse, nous, c'est ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement, c'est un besoin primordial. C'est-à-dire qu'un bébé qui n'a pas quelqu'un à aimer arrête tous ses développements. Et je crois que c'est vrai pour nous aussi. C'est-à-dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a quelqu'un d'autre près de moi qui provoquera un élan vers l'autre. Alors, non, ça ne fait pas bisounours, ça fait biologie. C'est-à-dire qu'on observe comment un enfant ou un adulte qui a quelqu'un à aimer, son cerveau fonctionne mieux.
on le photographie et on le mesure. Alors je le dis en termes moins poétiques que Fatou, mais c'est la même chose. Sauf que moi je le dis en termes neurologiques et qu'elle le dit en termes beaucoup plus jolis. En tout cas, là, il y a un duo qui est né, Fatou et Boris. On veut Fatou et Boris toutes les semaines. Voilà. On apprend beaucoup de monsieur.